Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h10, merci d'être avec nous. Pierre-Henri Tavoileau est donc notre invité. Pierre-Henri Tavoileau, vous publiez Comment gouverner un peuple roi chez Odile Jacob. Alors, gouverner. Qui n'a pas ouvert le débat dans sa sphère privée ou avec les copains? Aujourd'hui, on ne peut plus gouverner la France. Vous l'entendez et nous l'entendons tous les jours. Est-ce qu'on peut encore gouverner la France aujourd'hui, Pierre-Henri Tavoileau? C'est à la fois, factuellement aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation délicate, mais je pense qu'il y a un problème structurel. C'est-à-dire que le gouvernement et l'art politique démocratique est sans doute l'art politique le plus difficile. Quand on est tout seul, quand on a quelques opposants, quand il n'y a pas de débat public, quand les sujets sont pas très complexes. Prenons la politique il y a 50 ans, c'est extrêmement facile. Même à l'époque de De Gaulle, d'une certaine manière, c'était assez facile. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une diversité d'interlocuteurs, une complexité de contraintes juridiques, économiques, bureaucratiques, administratives, et objectivement, être élu aujourd'hui, et je me place ici plutôt en défenseur des élus, être en responsabilité aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi difficile. Voilà. Là, je pense que c'est vraiment l'élément. Et ajoutons à ça les multiples moyens d'information et de diffusion de l'information. Oui, il y a une contrainte à la fois dans la mondialisation, dans la hypermédiatisation, et puis aussi par l'individualisation. C'est le fait qu'on est tous devenus des experts d'une certaine manière, et la saturation d'informations entraîne en effet, c'est ça le point assez paradoxal, plus on sait, moins on peut. Oui. Plus on sait, moins on peut. Il est donc plus difficile de gouverner qu'avant. Oui, incontestablement. Ça, c'est incontestable. Et l'art politique démocratique, en plus, suppose de savoir gagner des élections, de mener des délibérations, d'avoir le courage de prendre des décisions et ensuite de rendre des comptes. Et tout ça, c'est des qualités qui sont, quand on y réfléchit, radicalement contradictoires. Il faut être audacieux, courageux, modeste, à l'écoute et humble. Alors, ça nous conduit à la thèse de votre livre. Vous dites, crise politique, très bien, mais au-delà de la crise politique, ce qu'on note, c'est l'impuissance publique. Ça, j'ai beaucoup aimé l'impuissance publique. Je pense que c'est vraiment le point essentiel aujourd'hui. Reprenons le terme de démocratie. Dans démocratie, il y a démos, le peuple, et puis il y a kratos, le pouvoir. Et si on est démocrate, il faut les deux. C'est-à-dire, il faut du kratos, du pouvoir, et il faut du démos, les deux. Et les démocraties libérales dans lesquelles nous vivons tentent de faire un équilibre entre les deux. Et c'est compliqué. Parce qu'en général, là où il y a du pouvoir, il n'y a pas de peuple, et là où il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir. Voilà. Et donc, équilibrer les deux, ça veut dire pas trop de peuple, ça s'appelle la démocratie représentative, ce sont les élus, pour 5 ans, voilà. Et pas trop de pouvoir non plus, puisque chaque fois qu'on met un pouvoir, il y a un contre-pouvoir. Ce pouvoir est pas seul. Et c'est ça l'équilibre subtil. Le grand danger, c'est que face à ça, il y a deux tentations inverses. Soit on dissout le pouvoir dans une sorte de volonté générale où chacun peut s'exprimer, et ça c'est en effet compliqué, soit on augmente en quelque sorte le peuple et on dissout le pouvoir. Donc on a une situation qui est très très compliquée, un équilibre très complexe. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'au-delà des éléments circonstanciels, on est dans une situation démocratique qui est très difficile avec un équilibre. Alors le peuple, est-ce que le peuple se limite à ceux qui manifestent, qui protestent, qui contestent et même qui utilisent la violence? Alors, évidemment pas. Le peuple, c'est un mix complexe. C'est une question qu'on tourne un peu autour du pot. Qui est le peuple de la démocratie? On dit le peuple est souverain. Qui est le peuple? Jadis, on disait Dieu est souverain. Mais l'avantage de Dieu, c'est qu'en général, il n'est pas là. Donc on peut, disons, l'interpréter. Le peuple, il doit être là. Donc on en cherche avidement des expressions. Alors évidemment, en général, des expressions, c'est plus on parle fort, plus on a l'impression de dire, bah voilà, le peuple est là. Donc, le peuple, c'est moi. Le peuple, c'est moi. Donc, je le représente. C'est cette logique-là qui fait que on est sans arrêt, on va le rencontrer, on a l'illusion de l'évidence, on dit, moi, je connais le peuple. C'est souvent les élus qui disent ça. D'ailleurs, moi, je connais le peuple, j'ai serré 2-3 paluches et je connais le peuple. Bon, évidemment, c'est pas ça. Le peuple de la démocratie, c'est un mixte complexe. C'est à la fois la société, c'est-à-dire les gens qui vivent ensemble, mais ça suffit pas, parce qu'il suffit pas de vivre ensemble pour être un peuple, il faut vivre en commun. Vivre en commun, ça veut dire avoir un passé commun, un présent commun et un futur commun. Ça, c'est représenté par l'État. Donc c'est le peuple, c'est la société, c'est l'État, et c'est aussi le débat. C'est-à-dire, pour avoir un peuple, il faut aussi débattre de la manière dont on veut vivre ensemble. Et on voit tout de suite que la figure du peuple est infiniment plus complexe que cette espèce d'illusion d'immédiateté en disant, voilà, on a vu le peuple à manifester. Non, c'est pas le peuple qui a manifesté, ce sont quelques personnes qui ont manifesté. Leur expression est valable, mais voilà, ça suffit pas.
Et là-dessus vient s'ajouter l'idée que ce peuple-là, eh bien, doit avoir une expression légale. C'est ça la règle du jeu démocratique. Mais qui représente le peuple? Ce ne sont pas les manifestants qui sont dans la rue. Qui représente le peuple? Ce sont les élus. Ce sont les élus. Voilà, c'est la règle. C'est la règle du jeu de la démocratie. Oui. Le peuple est une réalité complexe, mais qui a une réalité légale. Oui. Cette réalité légale, c'est les... Parce qu'aujourd'hui, on voit l'opposition. Elle est très très claire. Hein, l'opposition entre ceux qui pensent que ce sont les élus qui représentent le peuple et ceux qui pensent que c'est le peuple dans la rue qui représente tout le peuple. C'est l'illusion de l'immédiateté. Oui, c'est ça. C'est l'illusion de l'immédiateté. C'est-à-dire, et ça, c'est accentué par les réseaux sociaux, aussi par les sondages. C'est-à-dire qu'on a l'idée que le peuple est plus vrai quand il est immédiat. Oui. Or, justement, la fonction des médias, c'est justement de mettre un peu de distance, de réflexion. Et la fonction des élus, c'est de mettre un peu de temporalité en disant, voilà, on est, nous les représentants, nous avons le poids de la volonté générale qui repose sur nous. On peut se tromper, mais si on se trompe, dans 5 ans, vous nous virez. Voilà, c'est ça la logique. C'est-à-dire que nous sommes élus pour 5 ans, nous avons cette mission-là, nous sommes les porteurs de la volonté générale, et dans 5 ans, voilà, on va dire. Alors les gens qui disent, par exemple, oui, mais ils sont mal élus. Oui, ils sont mal élus. Forcément, on est toujours mal élus. Une décision politique comme un vote, c'est jamais entre une bonne et une mauvaise option. C'est toujours entre une mauvaise et une pire. Mais il vaut mieux être mal élu qu'élu à l'unanimité. Hein. Oui, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Non, mais c'est vrai que ce procès mal élu, la légitimité, ce procès en légitimité, c'est un procès qui en démocratie qui ne devrait pas exister. Oui, on dit souvent la République est passée à une voix près. C'est ça la logique. Donc, voilà, ce sont les règles du jeu. C'est comme si dans un match de foot, à un moment donné, on changeait brutalement les règles du jeu en disant finalement non, c'est pas légitime. Les choses sont légitimes parce que c'est effectivement les règles du jeu. Donc pour vous, l'utilisation du 49.3 est parfaitement légitime. Oui, parce que c'est même l'esprit profond de notre constitution de la Ve République. Alors c'est un débat qui est un peu compliqué parce que ce 49.3 a été imposé par De Gaulle à Debré qui n'en voulait pas, précisément pour lutter contre l'instabilité ministérielle. Et ça, c'est vraiment la logique et l'esprit gaullien, c'est de dire nous devons défendre le pouvoir, c'est-à-dire la capacité collective d'agir face à une logique d'impuissance. Bon, aujourd'hui, tous les partis sont à l'égard de ce 49.3 extrêmement gênés. Nicolas Sarkozy était très gêné puisqu'il a fait une réforme de la Constitution en 2008 en disant je trouve que c'est un échec politique. Moi, je suis pas d'accord avec cette vision. Je trouve que le 49.3 est un instrument indispensable, surtout dans des périodes. Elisabeth Borne vient de dire qu'elle ne l'utiliserait plus en dehors des questions budgétaires. Deuxième couche effectivement d'Elisabeth Borne et puis je parle pas de la NUPES et des autres partis. Tout le monde, moi quand je fais cours sur ces questions avec mes étudiants me disent mais le 49.3 c'est la dictature. Et c'est quand même cette vision-là me paraît mais complètement ahurissante parce qu'il faut aller vivre dans une dictature pour voir que dans un 49.3 les choses. Et d'ailleurs j'insiste aussi sur le fait qu'actuellement le recours en Conseil constitutionnel qui est fait d'ailleurs sur des motifs qui sont pas forcément tout à fait absurdes sur la procédure qui a été utilisée ne porte pas sur le 49.3 mais sur tout le 47.1 enfin on va pas rentrer dans les techniques mais sur tous les éléments de procédure qui ont été adoptés pour savoir si c'est sincère mais le 49.3 lui n'est pas contestable sur le plan de la procédure. Oui, le Conseil constitutionnel qui a la clé finalement de cette réforme des retraites. Parce que la clé à la fois technique, mais la clé politique aussi. Oui, on va voir la décision, mais il me semble que... Je pense que il y aura sans doute un peu de censure, mais de certains articles partielle qui porte sur ce qu'on appelle les cavaliers sociaux, c'est-à-dire tous les éléments qui n'appartiennent pas au cœur de la loi, qui est dans un contexte de loi de rectification de la loi de finances sur la sécurité sociale. Bon, tout ça est assez technique, mais je pense que cette technicité est importante. Il ne faut jamais rappeler non plus, jamais oublier de rappeler non plus, Pierre-Henri Tavoileau, que ce sont les élus qui tranchent. Pardon ? Oui. Mais ce sont les élus, représentants du peuple, qui décident, qui tranchent. C'est pour ça qu'on peut les virer après, si on n'est pas content. Si tout le monde décide, la mauvaise décision ne fera l'objet d'aucune reddition de compte. Or, le point capital en démocratie, et ça c'est vrai qu'il faut reconnaître que notre démocratie est assez faible sur ces sujets, c'est la reddition de compte. C'est-à-dire le fait qu'une fois que l'élu a fait son travail, on puisse examiner, sans vouloir se venger de cet élu, c'est pas des procès, il ne s'agit pas de les mettre en prison, mais de voir si leur action a été correcte. Je trouve qu'actuellement, nous avons un épisode extraordinaire de reddition de comptes sur la politique du nucléaire. On a 2 députés qui ont fait un boulot inédit
en France. Les auditions sont absolument passionnantes et tous les élus, présidents, responsables en place viennent dire pourquoi la France a fait une erreur historique de renoncer au nucléaire, alors même que c'était vraiment contre l'intérêt national. Cet épisode-là mérite d'être regardé avec attention. Il est exemplaire et il doit être généralisé. On n'a jamais pu le faire, par exemple, sur la politique Covid, qui aurait mérité, de ce point de vue-là, une attention équivalente. Mais ni le Sénat ni le Parlement ne l'ont fait. Alors, ils l'ont fait, mais pas avec la rigueur requise. Et là, je crois que vraiment, si on veut améliorer la démocratie française, c'est pas par la démocratie participative qui va augmenter l'impuissance publique, mais c'est par une attention accrue sur ces questions de reddition de comptes. Parce que là, le citoyen aura le sentiment de se dire, bah voilà, les gens qui ont agi, je peux aussi les contester, les critiquer après. Pierre-Henri Tavoyot, j'ai lu plusieurs de vos interviews. Vous dites, à propos de cette réforme des retraites, il fallait présenter la réforme des retraites comme nécessaire et surtout ne pas ajouter, grande erreur du gouvernement, du président de la République, d'Elisabeth Borne, ne pas ajouter une réforme juste. Oui, c'était contradictoire, c'est vrai. Oui, tout à fait. Effort nécessaire et réforme juste. Oui, c'est ça, c'est une réforme nécessaire où tout le monde gagne. Il y a un problème, c'est-à-dire que il faut dire que cette réforme, ça va être des efforts pour tout le monde. Ben oui. Or, là, alors, il y a le débat continu, mais cette réforme était-elle nécessaire? Oui, elle est nécessaire. C'est juste même sidérant. S'il y a des éléments, pas forcément cette réforme, mais une réforme est indispensable. On a aujourd'hui... moi, j'ai travaillé beaucoup sur les âges de la vie depuis c'est mon premier livre sur donc cette question des retraites. On l'identifie. Nous avons une natalité qui baisse, une espérance de vie qui monte, une entrée dans la vie professionnelle qui est aujourd'hui de 23 ans et une retraite moyenne de 25 ans. Ça fait déjà 45 ans. 45 ans où, d'une certaine façon, on n'est pas dans la vie active. Et la tendance va s'allonger. Donc, de ce point de vue-là, une réforme est indispensable. Enfin, le nier, et d'ailleurs la réforme, beaucoup d'experts le disent, qui est en cours, n'est pas une réforme qui sera véritablement suffisante. Oui. On va avoir un nouveau psychodrame dans 5 ans, 6 ans, exactement sur le même thème, parce que cette réforme ne sera pas suffisante pour assurer la validité et la pérennité. Alors, pour contester cette réforme, la violence s'installe, une forme de violence s'installe. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, certains partis politiques, et je pense à la France Insoumise, légitiment la violence? Alors, il faut, je crois que là, être extrêmement précis. Oui. Parce qu'on a plusieurs niveaux qu'il ne faut pas confondre. On a un niveau de débat légitime. Oui. Et ce niveau de débat légitime, il doit avoir lieu, il doit être vigoureux. Et c'est tout à fait nécessaire. On a un deuxième niveau qui est le niveau des blocages organisés notamment par la CGT. On est aux frontières de la légalité parce que normalement on ne bloque pas, les piquets de grève sont interdits, mais on est encore dans le registre de la vie démocratique. Et puis on a un troisième niveau, effectivement, qui est le niveau des black blocs, c'est-à-dire effectivement des ultra-violents, et ces ultra-violents qui ont la stratégie du coucou. La stratégie du coucou, c'est utiliser la moindre manifestation qui a eu lieu pour réaliser le projet anarchiste, en tout cas de cet anarchisme-là, parce que c'est qu'une partie, de détruire la structure étatique. C'est ça le projet de l'anarchisme. Bon. La stratégie de la LFI est un peu différente. C'est une stratégie qui a été théorisée par une philosophe qui s'appelle Chantal Mouffe, qui s'appelle l'agonistique. C'est-à-dire l'idée qu'il faut conquérir le pouvoir médiatique, qu'on parle de nous, donc faire un coup d'éclat permanent, si je puis dire, avec un discours d'opposition systématique contre, et surtout pas de négociation. C'est une stratégie qui est habile. Parce que cette stratégie du clash permanent peut donner le sentiment aux citoyens qu'il justement est en train de reprendre la main. C'est-à-dire qu'il est, lui, dans l'incapacité habituelle, mais au moins, il a la capacité, ce qui était le cas des Gilets jaunes, de pousser un bon coup de gueule. Et donc, par rapport à l'impuissance publique, qui est vraiment le symptôme et la maladie de nos démocraties, cette stratégie de l'agonistique, c'est le discours de la contradiction. Il faut être en contradiction systématique. En contradiction. Et c'est ce qu'on voit donc très bien. Et donc, ça donne le sentiment aux citoyens de, voilà, là au moins je peux faire quelque chose, je peux gueuler.
et là je suis actif. Et donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est-à-dire la seule réponse à ça, c'est... Oui, la seule réponse. Comment répondre à ça? C'est de retrouver de la marge de manœuvre. C'est-à-dire il fait qu'effectivement la politique doit dire, non pas je peux pas, parce qu'il y a des contraintes européennes, il y a les contraintes internationales, il y a le droit, etc. Ce qui est le cas de beaucoup d'élus, même d'ailleurs les maires, qui sont dans une capacité d'agir au quotidien, alors qu'ils ont une responsabilité démesurée, ils risquent d'aller en tôle à tout moment, et ils n'ont pas le pouvoir. C'est quand même une contradiction énorme. Le maire d'une petite ville est dans cette situation. L'élu aussi. Et donc, c'est ça ce point capital, retrouver de la marge de manœuvre. Reconquérir une marge de manœuvre. Et voilà. Et donc, reconquérir, c'est-à-dire imaginer, c'est-à-dire renouer un dialogue, c'est-à-dire... puis à un moment donné, savoir effectivement s'opposer à des normes, retrouver de la marge aussi sur le plan budgétaire, parce qu'effectivement, avec une dette de 3 000 milliards d'euros, c'est vrai que la marge de manœuvre est nulle, soyons clairs. Nous avons une situation où un endettement tel, et c'est ça le problème quand même crucial, c'est que même s'il y a la volonté, il n'y a pas les moyens. Pierre-Henri Tavoileau, merci d'être venu nous voir. Comment gouverner un peuple roi? Oui, c'est une vraie bonne question. Aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci. Il est 12h25, presque 26. Vous êtes sur Sud Radio. André Berkoff.